Alors, dans ce nouveau point, on va essayer d'identifier des espèces chimiques par une réaction chimique particulière. Alors, il y a plusieurs types de réactions, et donc ici, on va parler principalement d'une réaction qui est la réaction de précipitation. Bien sûr, lorsque par exemple vous mettez de la craie dans du vinaigre ou du vinaigre sur du calcaire par exemple, vous allez pouvoir identifier qu'il y a du CO2 qui se dégage parce que la craie va se dissoudre et disparaître et que vous allez voir apparaître des petites bulles. Donc c'est ce genre d'identification dont on va parler ici. Alors, on a vu juste avant qu'un certain nombre de molécules se dissolvaient dans l'eau. Et bien, lorsque ces molécules sont dissoutes dans l'eau, elles vont permettre de faire quelque chose, c'est-à-dire que si par exemple on a un générateur qui génère un courant électrique et qu'on met différentes substances, donc solutées, dans ici les petites cuves, on va remarquer qu'en A, l'ampoule s'allume beaucoup, qu'en B, elle va s'allumer mais faiblement, et qu'en C, elle ne s'allume pas du tout. Si on analyse ce qu'il y a dans les cuves A, B, C, on va voir que dans la cuve C, il n'y a rien du tout, que dans la cuve B, il y a ce qu'on voit apparaître ici, des petits ions, donc qui sont parfois pas très visibles sur votre feuille, donc c'est pour ça que je me permets de les remettre. Donc ici on a des ions négatifs et là des petits ions positifs, mais on n'en a pas beaucoup. Et ici, on a des ions négatifs, des positifs, négatifs, positifs, moins, plus, moins, moins et plus. Donc, la différence entre ces trois cuves, c'est que dans la première, on a ce qu'on appelle une solution d'électrolyte fort. Un électrolyte fort, c'est quoi? C'est une substance qui va se dissoudre complètement et se dissocier en ions dans l'eau. Ici, on a une solution d'électrolyte faible, c'est-à-dire qu'il va y avoir production de quelques ions, mais pas beaucoup. Et une solution de non-électrolyte ne va produire aucun ion. Maintenant, quel rapport avec l'allumage de mon ampoule? Eh bien, les électrons, donc le courant électrique vient du générateur qui arrive ici et qui doit passer sur l'autre tige métallique pour aller allumer l'ampoule, va passer ici dans la solution. Donc on a le courant électrique, vous savez que c'est des électrons. Et donc pour que le courant passe, il faut que les électrons puissent passer dans la solution. Quand il n'y a pas d'ion dans la solution, les électrons ne vont pas passer. Pourquoi? Parce que les électrons, ils arrivent dans la solution et ils sont bloqués. C'est comme s'ils étaient devant un mur, ils ne peuvent pas avancer. Dans la solution d'électrolyte fort, les électrons vont pouvoir se glisser entre les ions parce qu'ils vont être attirés par les atomes positifs, rejetés par les atomes négatifs. Ils vont donc pouvoir se promener à l'intérieur de la solution, alors que dans la solution d'électrolyte faible, ils vont pouvoir le faire, mais de façon moins efficace. Donc ici, le courant électrique passe tout à fait et l'ampoule s'allume. Ici, en fait, le courant électrique va passer, mais difficilement parce qu'il y a peu d'ions dans la solution. Alors ces ions, ce sont donc des substances qui proviennent de molécules qu'on va appeler électrolytes. Donc un électrolyte est bien une substance qui, quand vous la mettez dans un solvant, va spontanément se dissocier en ions qui vont donc rendre possible le passage de courant électrique. En général, c'est ce qu'on appelle un sel soluble et donc un sel est composé d'un métal et d'un non-métal. Alors maintenant, une réaction de précipitation. Pour comprendre la réaction de précipitation, il faut comprendre qu'il y a des ions dans l'eau. Donc dans l'eau, ou dans toute substance, dans l'eau de distribution par exemple, il y a un grand nombre d'ions en solution. Et ces ions, lorsqu'ils se rencontrent, eh bien, ils peuvent former des molécules qui ne vont plus se séparer. Et c'est ce qu'on appelle un précipité. Exemple, le calcaire sur votre évier ou dans votre gobelet pour vous laver les dents. Eh bien, le calcaire, il vient de la rencontre entre du Ca et du CO3. Et lorsqu'ils se forment,
on appelle ça un précipité. On va le noter avec une petite flèche vers le bas, ou on va le noter CaCO3 avec une petite flèche et une petite ligne pour dire que cette molécule est un précipité, c'est-à-dire qu'elle ne va plus se dissocier dans l'eau. C'est une molécule qui ne va plus se séparer. Si on essaye d'écrire l'équation de dissociation du CaCO3, eh bien, donc en écrivant Ca2+ et CO3-2-, ce n'est pas possible, on ne peut pas écrire ça, parce que le CaCO3, les atomes s'aiment tellement qu'une fois qu'ils se rencontrent, ils se forment et ils restent formés. Et donc dans l'eau de votre évier, par exemple, on a tout plein d'ions en solution, et une partie de ces ions, c'est des ions calcium, une partie, c'est des ions carbonate ou hydrogénocarbonate, qui au moment où ils vont se rencontrer, vont former ce précipité. Alors on le note avec une flèche vers le bas, pourquoi? Parce qu'en général le précipité est plus lourd et plus dense que l'eau, donc il va tomber au fond de la, comment dire ça, de l'endroit où il a été formé. Et donc, c'est pour ça qu'on a nommé ça avec une flèche vers le bas. Alors, il y a différentes façons de faire des équations de précipitation. Et par exemple, si on mélange ici une solution de nitrate de plomb 2 avec une solution d'iodure de potassium, donc les nitrates de plomb 2, c'est du PbNO3 pris 2 fois, et l'iodure de potassium, c'est du Ki. Si on mélange ces deux solutions, nous, ce qu'on a fait depuis toujours, c'est noter qu'on a du PbI plus du KNO3 et puis pondérer la réaction, c'est-à-dire en mettant un 2 ici, ici du PbI2, et en mettant un 2 là. Ça, c'est ce qu'on a toujours fait. Eh bien, en fait, c'est pas exactement vrai ce qu'on note là. Parce que ce qu'on note là, c'est que la plupart des réactions chimiques, elles ont lieu en milieu liquide, c'est-à-dire en solution aqueuse, par exemple. Et donc, en réalité, les solutions, les molécules qui sont des électrolytes, vont en réalité se dissoudre dans l'eau, de telle façon qu'on va pouvoir transformer ce qu'on vient d'écrire ici, qui est une équation moléculaire, en une équation ionique. Dans une équation ionique, en fait, l'équation ionique, elle va tenir compte du fait que les ions se dissocient dans l'eau. Et donc, à la place d'écrire PbNO3, on va écrire Pb2+, plus 2NO3-, parce qu'au moment où, dans ma solution, je mets mon PbNO3, eh bien, dans ma solution, j'ai en réalité les atomes et les molécules, les groupements d'atomes qui vont se séparer, et j'ai du Pb2+, j'en ai qu'un seul, mais par contre, j'ai un NO3- et un autre NO3-, et c'est ça que j'ai dans ma solution. C'est pour ça que sur vos bouteilles d'eau, par exemple, si vous regardez l'étiquette de vos bouteilles d'eau, vous avez tout plein de mesures de la composition en différents ions, parce qu'en fait, dans la bouteille d'eau, vous avez tout plein d'ions qu'on n'identifie pas visuellement, mais qui sont quand même là. Donc cette équation ionique, elle tient compte du fait que ces molécules, quand elles sont des électrolytes, elles vont se mettre ici sous forme d'ions. Par contre, parfois, certaines molécules vont bien sûr rester sous la forme de molécules. Pourquoi? Eh bien parce que le Pb et le I, lorsqu'ils se rencontrent, ils forment un précipité qui est une molécule qu'on nomme S, qui veut dire solide, qui veut aussi dire insoluble. Donc cette molécule n'est plus soluble dans l'eau. Donc si elle n'est plus soluble, ça veut dire que une fois que j'ai rajouté ici mon Ki, j'ai des petits K+ qui apparaissent, et puis des petits I-, et au moment où le Pb2+ rencontre les I-, il va se passer quoi? Eh bien, au fond de la cuve va se former un précipité qui est du PbI2, et dans le reste, il va rester les NO3- qui sont toujours là,
et les K+, qui sont toujours là parce qu'ils n'ont réagi avec personne. Et il va y avoir mon PBI2. Donc, je vais laisser les NO3- sous forme d'ion, laisser les K+ sous forme d'ion, et je vais noter mon PBI2 comme une forme d'équation de molécule qui a été précipitée. Et ça vient à traduire en fait cette équation ionique en une troisième chose qui est ce qu'on appelle une équation ionique simplifiée, qui est, c'est facile, c'est un peu comme en maths, on va barrer les éléments qui sont les mêmes à droite et à gauche de la flèche, parce que c'est comme si ces éléments, entre guillemets, n'existaient pas, ils ne participent pas à une réaction chimique, ils sont là avant, ils sont là après, mais c'est ce qu'on appelle des ions qui sont spectateurs. Donc on a des ions qui sont acteurs qui vont faire la réaction chimique, et on en a qui sont ce qu'on appelle des ions spectateurs qu'on va barrer de façon à pouvoir juste traduire quelle est la réaction chimique qui a eu lieu dans ce cas-ci. Et dans ce cas-ci, ça revient à dire qu'on a Pb2+ qui rencontre Di- pour former du PBI2. Ces deux acteurs-ci sont des ions acteurs de la réaction chimique. Et donc, une réaction de précipitation se passe toujours en 3 étapes. Une équation moléculaire, où on va regarder s'il y a ou non un précipité qui se forme. Une traduction de cette équation moléculaire en équation ionique. Et puis une équation ionique simplifiée. Alors, on va faire des exercices. Donc, on a toujours 3 lignes. Une équation moléculaire, une équation ionique et une équation ionique simplifiée. Écrivez l'équation moléculaire, ionique et ionique simplifiée, de la réaction entre du sulfate de cuivre 2, c'est-à-dire du CuSO4, et du chlorure de barium, BaCl2, sachant que le sulfate de barium est insoluble dans l'eau. Donc là, pour le moment, vous ne savez pas quelles sont les molécules qui sont précipitées ou pas, donc je vais vous les donner forcément. Donc l'équation moléculaire, c'est ce qu'on a toujours fait, CuSO4 plus BaCl2, ça donne du CuCl2 plus du BaSO4, et on va noter que ce BaSO4, c'est un précipité. Pourquoi? Parce que je vous le dis dans l'énoncé. Si on traduit cette équation-là en équation du coup ionique, toutes les molécules qui ne sont pas des précipités vont être transformées en ions. Cu2+, plus SO4 2-, plus Ba2+, plus 2Cl-, qui va donner du Cu2+, plus 2Cl-, plus le BaSO4, qui cette fois, je ne peux pas le dissocier, étant donné qu'on a dit, je vous ai dit dans l'énoncé, que c'était un précipité qui était insoluble. Donc s'il est insoluble, ça veut dire qu'une fois qu'ils se touchent, ils vont former une substance qui va se mettre au fond et qui ne va plus se détacher. Et ensuite, l'ionique simplifié, on va simplifier ce qui est présent avant et après et qui n'est pas utilisé, c'est-à-dire les ions spectateurs. Et on va obtenir qu'on a SO4 2- plus Ba2+, qui donne du BaSO4 qui est un précipité. Et ça, c'est mon équation ionique simplifiée. Alors, pour savoir si un composé est soluble ou pas, on va utiliser ce qu'on appelle des règles de solubilité. Les règles de solubilité, c'est ce tableau-ci. Alors, il existe sous différentes formes, vous verrez, mais c'est toujours plus ou moins le même principe. Donc, ce tableau reprend des règles qui sont classées par numéro. Il faut savoir que, c'est mis ici, la règle qui a le plus petit numéro prime sur la règle d'après. Et alors, il y a des petites choses qui se sont décalées à l'impression, donc il faut bien mettre un PB2+, ici, et effacer donc le 2 qui est ici, et même chose, c'est du Hg2+, et effacer le 2 qui s'est décalé là également. Donc, si par exemple je prends la molécule de AgClO3 et je vais regarder dans mes règles, donc les règles il ne faut pas les connaître, il faut pouvoir les appliquer. Donc l'argent est ici, on me dit que les composés du Ag sont insolubles. Et le ClO3, il est ici, et on dit par contre que c'est soluble. Donc là on a deux données qui sont antagonistes, donc qui sont contraires, et laquelle on va prendre, on va tenir compte du ClO3
et on va donc dire que cette molécule est soluble. Pourquoi tient-on compte de cette règle-là? Parce que le ClO3 est la règle numéro 2 et que la règle numéro 2 prime sur la règle numéro 3. Donc, exemple, Na2SO4, le Na est dans la première règle, donc elle prime sur tout, et ça dit que c'est soluble, donc il est bien soluble. Alors on va faire quelques exercices. Le cas I, règle numéro 1, les K+ sont solubles, donc on n'a même pas besoin de regarder plus loin. BaOH2, alors le Ba, on peut le chercher, on va en trouver un qui est ici, mais pas avec du OH, donc il ne nous intéresse pas. Et on va voir que par contre, tous les composés du OH- sont insolubles, donc le BaOH serait pas soluble. Le KCl, tous les composés du K dans la règle numéro 1 sont solubles. Le AgBr, alors les composés du Ag sont insolubles, du Br sont solubles, mais c'est les composés du Ag qui l'emportent, vu qu'ils sont prioritaires dans la règle des numéros. Et le HgSO4, tous les composés du SO4 sont solubles, mais tous les composés du Ag2+ sont insolubles, donc le HgSO4 est insoluble. Alors pour l'exercice suivant, montrer comment chacun des électrolytes forts, donc on dit que c'est un électrolyte fort, je rappelle qu'un électrolyte fort, c'est une molécule qui va d'office se dissocier en ion, donc là on vous le dit, c'est un électrolyte fort, et comment est-ce qu'ils vont se dissocier une fois qu'ils sont dissous dans l'eau? Donc le Na, eh bien on va avoir un Na+, et un Br-. MgCl2, on va avoir un Mg2+, car je vous rappelle qu'on décroise les valences pour trouver la charge de l'atome, et on va avoir 2 Cl-, vu qu'on a 2 Cl de ce côté-ci. AlNO3 pris 3 fois, on va avoir un Al qui est positif, un groupement NO3 qui est négatif. Combien de fois? 3 fois parce que la valence de l'aluminium c'était 3, une fois parce que le NO3 sa valence c'est 1, et par contre on va pondérer et mettre 3 NO3 de ce côté-ci. NH4,2SO4, on va avoir un NH4+, un SO4 2-, et on doit avoir 2 NH4+. Et le HI, on va avoir un H+, plus un I-. Alors, pour l'exercice suivant, alors, le HCl, on va remonter dans les règles. Tous les composés, donc le H n'est pas là, mais tous les composés du Cl- sont solubles. Donc, on va pouvoir déterminer qu'il est soluble. Le BaOH2, on l'a fait dans le premier exercice. Il ne l'était pas. Alors, à la page suivante, alors, le CaCO3, eh bien, je n'ai pas de Ca2+, mais par contre, j'ai tous les composés du CO3 2- qui sont insolubles. Donc, il est insoluble. Le PbS, alors j'ai tous les composés du plomb qui sont à la valence 1 sont insolubles, mais le Pb dans PbS, il est à la valence 2. Et les composés du S2- qui sont insolubles, donc PbS va bien être insoluble. Et le Ag2SO4, tous les composés du Ag sont insolubles, tous les composés du SO4 sont solubles sauf, mais c'est la règle avec le plus petit numéro qui gagne, donc Ag2SO4 est, attendez, je vérifie, est insoluble, donc il n'est pas soluble. Alors, écrivez les équations suivantes, sachant que dans tous les cas, il se forme un précipité. Donc de nouveau ici, pas besoin d'aller vérifier dans les règles de solubilité, on vous le dit, donc il faut juste mettre PBI, croiser les valences, et puis pondérer. FES, on croise les valences, il faut un 2 et un 3, on équilibre, il faut 3S et 2 FE, attention, les exposants n'ont rien à voir avec un nombre d'atomes, donc il n'y a pas à mettre un 3 et un 2 en commun, non, j'ai un seul fer, il y a juste qu'il a perdu 3 électrons. FeOH, je croise les valences 2 et il me faut 2 OH-. Et Ag+ et PO4 3-, ça me donne du Ag3, PO4 pris, non, une seule fois, donc on peut le mettre entre parenthèses mais c'est pas obligé. Si je pondère, il me faut 3 Ag. Quand on mélange les solutions suivantes, quels sont les précipités qui se forment? Donc là, je vous propose de faire l'exercice. Donc vous allez faire les équations moléculaires et puis chercher dans les règles de solubilité les précipités qui se forment. Et après, pour l'exercice suivant, vous allez écrire l'équation moléculaire qui sera déjà écrite ici, l'ionique
et l'ionique simplifié. Et on corrige tout ça dans la prochaine vidéo.